Bienvenue sur Caméléon. Je suis Anaïs, coach pour trentenaires hypersensibles. Ensemble, on explore comment mieux se connaître, s'affirmer et vivre en harmonie. À travers des conseils, des histoires personnelles et des outils concrets, je t'aide à libérer ton potentiel. Allez, tu viens ? Coucou ! Comment vivre en harmonie avec son hypersensibilité ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'aimerais vous revenir avec un peu une explication encore plus détaillée de ce qu'est l'hypersensibilité déjà, et surtout que vous repartiez de cet épisode avec des clés concrètes pour pouvoir gérer cette hypersensibilité et la transformer en force. Et puis je vous présenterai aussi quelques personnalités inspirantes et très connues qui s'avèrent être hypersensibles. Alors c'est parti, sans plus attendre. Je vous parle de ce sujet parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, étant moi-même hypersensible. Et mon objectif, ce serait qu'on puisse tout skiffer nos vies avec nos personnalités hypersensibles. Et en fait, je sais que c'est un trait de personnalité qui peut être plus ou moins bien vécu et qui est souvent mal compris. On peut le percevoir comme une faiblesse ou bien une exagération. Et c'est pourtant crucial de comprendre que c'est juste une variation normale de la personnalité avec des défis et des avantages, comme il y en a dans tous les types de personnalités. Voilà, donc si tu te reconnais dans ce profil ou que tu reconnais quelqu'un de ton entourage, tu es le bienvenu. Donc c'est parti, let's go! On va déjà repréciser ce qu'est l'hypersensibilité. Selon Hélène Aron, que j'adore, c'est notamment une chercheuse sur l'hypersensibilité, et elle a fait des livres incroyables. Elle parle d'une caractéristique neurologique qui se manifeste par une sensibilité accrue aux stimuli émotionnels et sensoriels. Les personnes hypersensibles ressentent en fait des émotions de manière plus intense et sont souvent plus conscientes des détails dans leur environnement. Au niveau des caractéristiques, ça peut être des personnes qui ont une grande empathie, une perception aiguisée des détails, une forte sensibilité à l'environnement et un besoin de temps pour se ressourcer, surtout après des interactions sociales ou des expériences stimulantes. En expérience stimulante, il y a notamment toutes les choses nouvelles, voilà, les choses qu'on n'a encore jamais faites. Pour apporter un peu de légèreté et d'exemples très clairs, j'aimerais te partager quelques anecdotes personnelles. Si je reviens un peu sur mon enfance, pour t'illustrer ce que signifie être hypersensible, je dirais que mon hypersensibilité, elle s'est révélée dès mes premiers jours de vie. À mon retour de la maternité, le changement d'environnement, c'était si perturbant que je hurlais sans cesse. Mes parents ont cru que ça n'allait jamais s'arrêter, du coup ils ont en vitesse fait bouillir la sucette pour que je puisse me calmer. En grandissant, chaque élément de mon environnement semblait amplifié. Les étiquettes, est-ce qu'on en parle des étiquettes des vêtements ? Ça me grattait, c'était vraiment inconfortable et du coup, ma mère devait toutes les couper. Les super jolis gilets de mamie aussi. Est-ce qu'on en parle des beaux gilets en laine tricotés main ? Voilà, ça me grattait trop, je pouvais pas les porter. Et, et les bruits forts aussi. Par exemple, le souvenir de la soirée motocross, c'était horrible. Les activités bûcherons aussi, avec tout à la tronçonneuse, c'était très très difficile pour moi et souvent ça me faisait pleurer. À l'école, ma mère pensait que j'étais timide, alors que je trouvais les interactions sociales très épuisantes en fait, c'était juste ça. Moi je préférais les jeux tranquilles et j'avais besoin de moments seuls pour me ressourcer. Après, au niveau de l'adolescence, les changements importants, comme le fait de partir à l'internat quand j'étais au lycée, ça a été également super difficile. Ça a entraîné des crises d'angoisse et à l'époque, on avait attribué ça à un prétendu échec scolaire. Mais en fait, c'est en prenant du recul, quand je suis devenue adulte, que j'ai pu comprendre que c'était l'hypersensibilité qui était au cœur de ces expériences compliquées. Après, mon hypersensibilité, elle n'a pas uniquement été source de défis. Elle m'a aussi permis de développer une imagination débordante, une grande créativité et une profonde sensibilité de l'esthétisme. Travailler dans le social, ça a été une véritable révélation pour moi aussi, et ça m'a permis d'utiliser mes compétences d'écoute et mon approche apaisante pour aider les autres.
Maintenant que tu as une idée plus claire de ce que peut impliquer l'hypersensibilité à travers mon propre parcours, on va voir comment est-ce qu'on peut gérer au mieux ces caractéristiques. Et les stratégies suivantes, elles vont t'aider à créer un environnement plus harmonieux et à développer des pratiques quotidiennes qui favoriseront ton bien-être. On va parler maintenant de quelque chose de super important. Comment mieux gérer les stimuli sensoriels et émotionnels quand on est hypersensible. Tu vois, l'hypersensibilité, c'est comme avoir un super pouvoir qui te permet de ressentir des choses plus intensément que les autres, mais parfois ce super pouvoir peut devenir un peu envahissant. Donc c'est parti pour des astuces pratiques. Le premier point qui me vient, c'est l'importance de créer un environnement apaisant. Déjà d'avoir un coin zen chez soi. Tu vois, si tu pouvais aménager un espace où tu peux te retirer dans ta bulle, ça fait trop du bien. Et pourquoi pas un espace qui te ressemble. Je sais pas moi, si t'aimes les coussins moelleux, une senteur que tu aimes, une couverture douce, des lumières tamisées, voilà, ce genre d'ambiance. Et pourquoi pas des plantes ou des petits gris-gris porte-bonheur que tu aimes bien, pour te permettre de te recentrer quand voilà, tu as eu une grosse journée. Un deuxième tips, ce serait d'épurer ton espace. Moi perso, le désordre, ça m'oppresse et j'aime bien avoir une décoration épurée, pas trop de bibelots et des couleurs douces. Moins c'est surchargé autour de toi et mieux tu te sentiras. Troisième tips, c'est de prévoir un peu de douceur pour tes oreilles. Moi, par exemple, dans mon sac, j'ai toujours des bouchons d'oreilles, parce que ça m'est trop arrivé les soirées blind test où la musique, elle est mais beaucoup trop forte pour que ce soit agréable. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont des écouteurs anti-bruit. Là, je viens juste de m'en acheter, donc j'ai pas encore de retour à te faire en extérieur. Pour dans la maison, c'est cool, mais voilà, pour dehors, je sais pas encore si ça marche vraiment bien. Et autrement, ce que j'aime, c'est avoir de la musique douce ou des sons de la nature. Voilà, ça, j'en mets tout le temps chez moi, ça me fait trop du bien. Autre point important, de connaître en fait des exercices de relaxation qui puissent être adaptés à nous hypersensibles. Et je te garantis qu'il n'y a pas besoin d'être moine bouddhiste pour en profiter. Chaque exercice prend quelques minutes. Le premier exercice que tu connais peut-être déjà, que je fais chaque semaine, c'est de la respiration. Ça permet de calmer l'esprit. Tu inspires lentement par le nez pendant 4 secondes. Ensuite, tu retiens ton souffle pendant 4 secondes. Puis, tu expires doucement par la bouche en comptant jusqu'à 6. Voilà, on peut même se poser un instant pour le faire ensemble. Vas-y. Ensuite, il y a l'exercice de l'ancrage dans le présent. Quand moi, j'aime bien le faire quand je suis immobile, quand j'attends dans une salle d'attente par exemple et que c'est trop long, que je sens que je commence à être tendue ou autre. Je regarde autour de moi et en fait le but c'est de trouver 4 choses que tu peux voir, 3 choses que tu peux entendre, 2 que tu peux sentir et 1 que tu peux toucher. Et après tu peux interpréter le goût que tu as dans ta bouche. Un autre ancrage qui te permet de te remettre dans l'instant présent et d'arrêter le cerveau qui des fois part dans tous les sens, pense au pire et se met à nous stresser. C'est de, là encore, regarder autour de toi. Du coup, ça peut bien marcher surtout si tu es en mouvement ou alors si c'est une pièce qui est assez colorée. Donc c'est de regarder autour de toi et d'observer les couleurs que tu vois. Tu peux choisir une couleur et tu comptes euh, et tu nommes dans ta tête tous les objets que tu croises de cette couleur. Puis tu passes à une autre couleur. Tu vois, tu fais genre tu nommes 3-4 objets dans ta tête qui sont rouges, puis 3-4 qui sont bleus, jaunes, enfin voilà, toutes les couleurs que tu vois dans ton environnement. Une autre que j'aime bien aussi, c'est de m'appuyer contre un mur et de me mettre en position de squat. Voilà, comme ça me... En fait, du coup, je me reconnecte tout de suite à mon corps.
hein, puisque ça ça pique assez vite, ce genre d'exercice et c'est pas mal aussi, ça je l'aime bien. Un autre, c'est la visualisation apaisante. L'exercice, c'est d'imaginer un lieu paisible et agréable, comme, une plage ou une forêt, enfin un endroit que tu aimes, où tu te sens bien et du coup de prendre le temps de te concentrer sur les détails sensoriels de ce lieu pour créer un espace de calme intérieur. Voilà, après tu peux imaginer, utiliser tes 5 sens à l'intérieur, donc peut-être, te reconnecter au bruit que font les vagues, à la chaleur de l'eau sur ta peau, à l'odeur aussi, qui se dégage des arbres si tu es dans la forêt, ce genre de choses. Ça permet de rendre, la visualisation plus immersive et de vraiment te ressourcer en étant dans cet espace, de paix. Un autre exercice que j'aime et que je te partage, c'est le mouvement en pleine conscience. Donc ça va être de pratiquer des mouvements simples, comme des étirements ou des gestes lents, en étant attentif aux sensations corporelles que ça génère pour chaque mouvement. Là, cette année, tu vois, je me suis inscrite au Qigong. Je t'en reparlerai peut-être. Là, j'ai fait ma première séance la semaine dernière, donc c'est tout frais. Mais ça m'a vraiment fait du bien ouais, d'avoir les appuis dans le sol, au niveau des pieds, tout ça. Voilà, c'est une méthode qui marche bien et qui me donne de l'énergie. Il y a aussi la technique de relaxation. C'est de tenir un objet, comme une pierre par exemple, dans ta main ou un petit bibelot, peu importe, et que tu te concentres sur ces détails. Voilà, comme ça te ramène bien dans le présent. Et enfin, c'est de pouvoir te reconnecter à la nature, de pouvoir, quand tu le peux, faire des balades en pleine nature. Ça fait un bien fou. Ça déconnecte et reconnecte à soi, ça apaise l'esprit. Voilà pour ces petites techniques, hein, qui sont des bulles de bien-être. Ça va te permettre de pouvoir adapter ton environnement, t'ancrer dans le moment présent et te reconnecter à la nature. En les pratiquant régulièrement, tu vas voir que ton hypersensibilité devient un atout et qu'elle te permet de vivre plus intensément tout en restant ancré et serein. Après, je te conseille tu vois, de faire un peu l'explorateur, quoi, d'y aller avec curiosité, là, dans la petite dizaine de techniques que je t'ai présentées, d'en prendre 2 ou 3 et de les essayer et voir celle qui résonne le plus avec toi, en fait. Un troisième point que je voudrais te partager, c'est l'importance de la routine et des pauses. En fait, ça fait un peu la bouée de sauvetage dans un océan de stimuli, ça. Donc la routine, pourquoi c'est important? Alors que franchement, la routine, c'est blerk, j'aime pas trop ça normalement. Mais je me rends compte que ça permet de savoir à quoi s'attendre et donc ça amène de la sécurité dans sa journée. Et ça permet aussi de pouvoir gérer son énergie sans se laisser déborder. En routine quotidienne, moi, ce que j'aime bien, c'est pouvoir commencer doucement la journée, de pouvoir la commencer par quelque chose qui te fait du bien. Peu importe, hein, si c'est des étirements, si c'est d'écrire quelques phrases ou de te répéter des mantras que tu aimes bien, boire une eau chaude que tu aimes aussi. Peu importe, mais quelque chose où tu démarres pas dans le speed. Un peu de douceur pour affronter la journée sans se précipiter. Ça, c'est l'idéal. Ensuite, c'est d'avoir un équilibre entre l'activité et le repos. Donc, de pouvoir alterner entre des périodes d'activité et des moments de repos, c'est crucial pour maintenir ton équilibre émotionnel. Par exemple, ça peut être après une tâche exigeante, tu prends quelques minutes pour souffler, t'étirer ou juste te poser. Et après, il y a aussi la routine du soir qui est cool. C'est d'avoir un moment à toi pour te détendre avant de dormir. Moi, j'aime bien lire un roman feel good. J'ai arrêté de lire des bouquins de dev perso ou autres juste avant de dormir parce que ouais, ça me repose pas du tout, ça réactive mon cerveau, ça me fait cogiter à plein de choses. Bah, pour ceux qui connaissent, c'est fou, mais je me refais toute la saga de 4 filles et un jean. Pourtant, c'est vraiment le truc que j'aimais quand j'étais ado et je les avais gardés, ces livres. Et là, ça m'a accompagnée tout l'été. Et bah, je trouve que c'est toujours autant agréable à lire, mes petits romans feel good. Pour préparer le corps et l'esprit à une bonne nuit de sommeil, en tout cas, je trouve que c'est sympa d'avoir une routine comme ça que l'on aime. Ou parfois, avant de m'endormir aussi, dans le noir tranquille, je réfléchis à citer trois moments de ma journée que j'ai adorés. Voilà, des gratitudes simples, mais en fait, au moins je m'endors avec du positif et ça me permet d'être satisfaite de ma journée.
Il y a aussi l'art de prendre des pauses. Et je trouve que c'est un peu le secret pour ne pas craquer quand on est hypersensible, d'avoir des pauses régulières tout au long de la journée pour recharger les batteries. N'étant pas fumeuse, c'était pas l'habitude que j'avais au travail. Et, et pourtant, je vois la différence maintenant. Donc ça peut être des pauses actives ou passives. Par exemple, juste d'aller faire quelques pas dans la rue et revenir, écouter de la musique douce. Voilà, ça fait un petit break. J'aime bien aussi les micro-pauses de 5 minutes seulement pour me recentrer et éviter le surmenage. Donc là, ça peut être le moment de faire des respirations, de regarder par la fenêtre, de s'étirer. Et si jamais je veux faire une sieste, bah en fait, souvent je fais la technique, je crois que c'est Einstein qui faisait ça en vrai. Tu sais, la technique où tu t'endors, mais où tu gardes un objet dans ta main, comme ça, quand ça tombe, ça te réveille. Voilà, des fois je fais ça, où je m'endors un peu assise. Du coup, ça permet de pas y passer 1 heure et demie, quoi. Et de pas avoir l'impression de sortir d'un coma et d'être crevé. Juste 5 minutes, ça va, ça suffit. Bon, ça marche que si tu es à jour dans ton sommeil, parce que sinon, si tu as des heures et des heures en retard, ça ne tient pas. Il y a aussi le fait de respecter son propre rythme, donc d'être doux avec toi en fait, de pas te forcer à suivre un rythme qui ne te convient pas. Par exemple, je sais que moi, mon chéri est très extraverti. Je suis extravertie, mais moins que lui. Lui, il va facilement enchaîner les journées de travail avec les soirées entre amis. Et il peut le faire plusieurs jours dans la semaine, ça pose pas de souci. Moi, si je fais ça, c'est pas possible en fait. Je suis vite tendue et pas bien. Si tu peux le faire, je trouve ça super de pouvoir planifier tes tâches en fonction de ton niveau d'énergie aussi. Et de t'autoriser à t'observer en fait, à voir si c'est plutôt le matin que tu es productif ou si c'est plutôt l'après-midi. Et de concentrer les tâches importantes à ce moment-là et de garder un autre moment pour des activités plus légères. Une autre manière de prendre soin de toi, c'est de respecter tes propres limites, de décliner des invitations ou d'écourter des sorties si tu te sens épuisé, et d'expliquer à tes proches que tu as besoin de moments de calme pour te ressourcer, que c'est pas que tu les snobs. Il y a aussi les moments pour toi. C'est mieux s'ils sont réguliers en fait pour te détendre et de garder ton énergie en évitant de te surcharger d'engagement et voilà, et d'apprendre à dire non sans culpabiliser. En conclusion, en adoptant une routine qui te convient et en t'accordant des pauses régulières, tu vas voir que ton hypersensibilité devient beaucoup plus gérable. Et ces petites habitudes, elles te permettent de rester serein, d'éviter les coups de fatigue et de mieux profiter de chaque journée. Quatrième point, transformer l'hypersensibilité en force. Qu'est-ce que j'entends par là? Il y a plein d'avantages à être hypersensible, notamment l'intuition. Ta sensibilité accrue te permet de percevoir des choses avant les autres, ce qui peut guider tes décisions et t'aider à comprendre des relations plus profondes. Il y a aussi l'empathie, qui te permet de créer des connexions sincères et d'aider les autres de manière significative, en écoutant un ami dans le besoin, en faisant du bénévolat ou simplement en étant présent pour ceux qui t'entourent. Chaque fois que tu fais preuve d'empathie, tu renforces cette qualité en toi et tu crées des connexions profondes avec les autres. Il y a aussi la créativité, que ce soit dans l'art, la musique ou d'autres formes d'expression. L'important, c'est de donner libre cours à ton imagination et te faire plaisir. Donc, n'hésite pas à tester là aussi des choses nouvelles. L'année dernière, je me suis inscrite au théâtre d'impro, par exemple, et j'ai vraiment kiffé. La sensibilité esthétique aussi, ça te permet de percevoir et d'apprécier les beautés du monde de manière plus profonde. Là, cet été, je suis partie à Paris, mais de retourner voir au musée d'Orsay tous les peintres impressionnistes, mais j'étais tellement bien. Ouais, ça m'a vraiment émue. Je peux des fois être émue aux larmes pour un tableau. C'est ça aussi la vie d'hypersensible. Il y a plein de manières d'exploiter tes talents. Tu peux les utiliser et ils peuvent te permettre de choisir un chemin professionnel ou personnel qui te convient vraiment et qui valorise ses qualités. Tu peux aussi créer un impact positif en te concentrant sur des activités qui te permettent de mettre en avant tes forces et d'apporter une contribution positive voilà, parmi tes proches ou parmi une communauté que tu construirais. Voilà, on va terminer avec des exemples de figures publiques qui ont réussi grâce à leur hypersensibilité. Parce que oui, on n'est pas seul à vivre avec cette hypersensibilité et certaines des personnes les plus admirées au monde, elles sont dotées de cette hypersensibilité. Albert Einstein, tu vois, ce génie scientifique, en fait, il était connu pour être très sensible et ça l'a aidé à imaginer des concepts incroyablement abstraits
et à voir le monde d'une manière complètement nouvelle. Sa sensibilité l'a poussé à se poser des questions profondes sur l'univers et à ne jamais accepter les choses telles qu'elles étaient. Et puis il y a aussi Lady Gaga, qui parle souvent de sa sensibilité. Je crois qu'elle a fait un reportage sur sa vie qui est dispo sur Netflix notamment. Et cette sensibilité, ça l'a rendue super connectée à ses émotions et à celles de son public. Et du coup, voilà, sa musique, son engagement pour des causes sociales et sa manière unique d'exprimer sa créativité, c'est autant de preuves que son hypersensibilité, c'est un atout majeur dans sa carrière. C'est pour ça que je t'invite à ne pas avoir peur de montrer qui tu es vraiment, parce que tu as en toi une richesse inestimable et le monde a vraiment besoin de cette sensibilité que tu portes en toi pour avancer. J'en suis convaincue. Nous arrivons à la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus ou obtenir des conseils personnalisés, n'hésite pas à me suivre sur Instagram sous le nom Ascensia Coach, avec que des S et tout attaché. Aussi, je serais curieuse de savoir quels conseils ou astuces tu retiens de cette écoute, donc n'hésite pas à me le partager en commentaire ou sur Insta. Pense aussi à t'abonner pour ne manquer aucun épisode, et j'espère que tu te sens plus en confiance pour vivre en harmonie avec ton hypersensibilité, et que tu vas tester des outils que je t'ai partagés. À bientôt, ciao!